Nous nous retrouvons pour la deuxième thématique de la journée. Nous allons parler d'hydrogène et faire le point sur ce vecteur énergétique avec trois invités. Nathalie Locke, qui est chef de projet hydrogène pour la région Bourgogne-Franche-Comté. La société Quadrative avec Laurent Cheniard, qui est le président. Et Frédéric Allier, le directeur général de la société Nacelle Expert. Alors l'hydrogène est perçu comme une solution énergétique d'avenir en France et particulièrement pour décarboner le secteur de l'industrie et celui de la mobilité. Ça reste une priorité dans le cadre de France 2030 et il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place à la fois au niveau national et régional. Alors pour en parler, tout d'abord avec Nathalie, quelle est la place aujourd'hui de l'hydrogène en France? Alors la région Bourgogne-Franche-Comté a développé sa propre stratégie en 2019 avec une feuille de route dotée de 100 millions d'euros. C'était l'équivalent du budget alloué à la filière hydrogène en France. Donc on a été une région vraiment volontariste et aujourd'hui on a en fait abouti au développement de 3 gros écosystèmes de mobilité urbaine que sont Auxerre avec des bus, des bennes à ordures mais aussi des trains, des TER, Dijon qui est un des plus gros pôles de développement de mobilité urbaine à l'hydrogène avec bus et bennes à ordures et qui produit son propre hydrogène avec plus de 100 véhicules à terme en 2030. Et puis, vous avez évidemment Belfort, où s'est développé également un très gros écosystème industriel, avec notamment la Gigafactory McPhy pour les électrolyseurs. Et aussi un écosystème de production à Belfort pour alimenter les bus. À chaque fois, les écosystèmes de mobilité urbaine, effectivement, produisent pour 1 ou 2 mégawatts de capacité l'hydrogène qui va alimenter les bus, les bennes à ordures et éventuellement d'autres véhicules. Donc vraiment de la mobilité, mais l'industrie aussi, on en a parlé tout à l'heure, c'est un secteur en tout cas qui est soutenu. Cette année, on a vu des inaugurations de Gigafactory. On sait qu'il va y en avoir très prochainement et ça, c'est sur le territoire. C'est sur notre territoire. Quand la feuille de route a été signée en 2019, il y avait de grands objectifs. C'était à la fois contribuer à la décarbonation, notamment de la mobilité urbaine, à le développement des écosystèmes qui présentent l'avantage d'avoir une consommation et une utilisation au même endroit, mais également des retombées économiques avec des implantations. Et l'idée, c'était d'avoir une chaîne de valeur complète industrielle sur la filière hydrogène. Donc nous avons eu McPhy pour les électrolyseurs, Forvia pour les réservoirs haute pression, pour la mobilité, Maïtech pour les réservoirs haute pression pour le stationnaire, Genie pour également des électrolyseurs et des membranes AEM. C'est les seules membranes aujourd'hui qui sont produites en France, brevet français. Et puis, on peut en citer d'autres comme Inocel, une entreprise qui va devenir une Gigafactory qui produit des piles à combustible très forte puissance. Donc des écosystèmes et des industriels pour répondre aux besoins de l'hydrogène, de la mobilité hydrogène. Aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles il va falloir encore travailler, notamment le coût de l'hydrogène. Exactement. Alors là, c'est pas régional, je dirais, c'est même mondial. La géopolitique s'en mêle aussi puisque la France a une stratégie qui va de 50% d'hydrogène produit localement à 50% importé à terme, notamment avec la mise en place d'un réseau de pipeline européen. L'Allemagne va vivre sur du 90 à 95% d'importation. Importation d'hydrogène ou de ses dérivés comme l'ammoniac, le e-méthanol. Donc les coûts dépendent beaucoup du coût de l'énergie, y compris donc de l'électricité, avec cette source nucléaire qui est un atout de la France, encore non reconnu par l'Europe comme étant une électricité qui permet de faire de l'hydrogène bas carbone. C'est en discussion, ça devrait arriver. Vous avez également les enjeux liés au coût d'importation. Et puis également l'enjeu, c'est aussi la production de l'hydrogène puisqu'on peut exporter des dérivés qui peuvent être aussi une source de revenus pour un pays. Donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments qui interviennent. On vise un coût à 3-4 euros en électrolytique, donc production hydrogène par électrolyse. En France, à 2030, entre 3 et 4 euros, ce qui rendrait acceptable le coût du kilo d'hydrogène pour notamment l'industrie et d'autres usages. On sera à la parité avec le diesel sur ces... Les autres énergies, quand l'hydrogène peut être une source de décarbonation pour l'industrie, de toute façon, il y a un postulat, j'étais hier dans une réunion RH2 entreprise à Bercy, la décarbonation, la transition énergétique coûtera de l'argent. C'est comme ça, mais est-ce qu'on a le choix? On pense avoir compris que non. Mais il faut quand même arriver à des équations qui permettent à l'industrie, aux différents utilisateurs finaux, producteurs aussi, qui vont engager les infrastructures de s'y retrouver.
en tout cas un moyen de baisser nos émissions. Les émissions pour la mobilité, mais on voit aussi qu'on est sur le salon des JDL, donc de la manutention, du levage, du transport lourd, avec des émissions de gaz à effet de serre importantes. Aujourd'hui, ces secteurs-là se décarbonent aussi. On va le voir ensemble, Laurent et Frédéric. Laurent Chognard, la société Quadrative, travaille sur l'hydrogène, mais pas que, aussi sur l'électrique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement vos activités et puis après rentrer dans le vif avec l'hydrogène chez Quadrative? Bonjour, Quadrative, on est bureau d'études et intégrateur de solutions d'électrification pour remplacer des solutions sur moteur thermique. On travaille principalement pour des propriétaires de flotte ou des propriétaires de machines qui sont équipés d'un moteur thermique. Pour faire du rétrofit. Voilà, pour faire du rétrofit et les convertir à une solution électrique ou hydrogène. Aujourd'hui, en matière d'hydrogène, le rétrofit s'est déjà lancé. On a déjà vu des camions rétrofités, des engins de chantier en train d'être rétrofités. Est-ce que ça avance assez vite? Alors, il y a différentes problématiques. Quand on convertit un véhicule ou une solution dans un autre système énergétique, sur la partie hydrogène, la réglementation est en train de se mettre en place dans plusieurs secteurs. Je parle ici beaucoup d'engins de chantier, mais également dans le fluvial et dans d'autres secteurs d'activité où les réglementations ne sont pas encore complètement en place. Pour la partie électrification, là, les réglementations sont plus en place, mais demandent quand même un travail assez lourd pour homologuer les solutions. Et donc, ces réglementations sont nécessaires, mais engendre en effet des délais de développement et des coûts de développement assez importants. Aujourd'hui, votre société, vous développez un projet en matière d'hydrogène, pas pour rétrofiter, mais pour avitailler. Comme on a pu le voir, l'hydrogène, il y a plusieurs étapes. Il y a la production, on a plusieurs projets dans ce sens-là. On va avoir l'utilisation avec les engins que font les constructeurs ou que peuvent faire les rétrofiteurs. Et souvent, entre les deux, on a un petit chaînon manquant, qui est la distribution d'hydrogène vers les véhicules. Alors, beaucoup de véhicules routiers vont s'avitailler en station publique, mais il y a plusieurs engins qui pourraient bénéficier de cette technologie qui, eux, n'ont pas vocation à venir en station-service, qui aujourd'hui sont plutôt soit sur les chantiers, soit dans les champs. L'agriculture, en fait. Dans ce cadre-là, un client nous a demandé de travailler avec lui sur une solution d'avitaillement en site isolé. Donc là, c'est d'amener une bonbonne d'hydrogène sous forme gazeuse. Alors ça, c'est ce que font les distributeurs habituellement. Plusieurs fabricants d'hydrogène conditionnent leur hydrogène et peuvent l'amener sur un lieu de distribution. Notre ambition, c'est vraiment de permettre de s'avitailler comme si on était en station publique, mais dans un site isolé. On envisage deux niveaux d'avitaillement, 10 kg ou 30 kg. 30 kg, c'est en gros ce qu'on met dans un bus. Le 2 kg, c'est ce qu'on va mettre dans un robot agricole ou des choses comme ça. Ces quantités permettent de refaire un plein. Oui. Et l'idée, c'est d'avoir cette station d'avitaillement qui gravite dans un rayon d'à peu près de 50 km autour d'un point de remplissage, idéalement une station publique. Oui. Et là, on travaille donc avec des distributeurs ou des producteurs. Dynamix qui travaille qui exploite la station d'Auxerre, au Belfort ou à Dijon avec un autre exploitant. Voilà. Vous viendriez avec votre remorque et la station mobile. C'est ça. L'idée, c'est de recharger en station publique. Donc là, ça nécessite des accords et un contrat avec le producteur ou le distributeur, puisqu'en Rhône-Alpes, typiquement, on a Impulsion qui est vraiment distributeur et qui s'appuie sur une société de production qui est là. Donc on a souvent des accords entre producteurs et distributeurs pour le routier. Et nous, notre idée, c'est de nous insérer dans cet écosystème en utilisant les infrastructures existantes pour déployer encore plus l'hydrogène vers le TPE et la agricole. Et on voit très bien en fait l'intérêt aussi de cette solution, puisque les écosystèmes se développent assez massivement là, récemment avec effectivement Impulsion, la région Bourgogne-Franche-Comté, en Occitanie, même en région parisienne avec Aitsetco qui a ses stations. Donc là, vous pourriez toucher en fait plusieurs secteurs géographiques, vous ravitailler pour ravitailler après le client. Voilà, c'est ça. On peut intervenir soit vraiment en site isolé parce que les engins ne peuvent pas se rendre à la station, soit voir en dépannage sur un véhicule qui aura besoin d'avitaillement et qui aura plus assez d'énergie pour aller à la station,
voire il y a plusieurs centres d'essai aujourd'hui qui ont un peu cette problématique d'avitailler des véhicules en essai et qui pourraient bénéficier de notre solution. On entend parler de la pile à combustible. Ça, c'est une technologie pour faire fonctionner le véhicule, mais aussi les moteurs à combustion à hydrogène. Comment on choisit? Quelle est la meilleure solution? J'ai un point de vue, hein, c'est plus un point de vue qu'une vérité. En fait, les technologies de piles à combustible se basent sur des solutions d'électrification. Elles sont vraiment pertinentes, selon moi, lorsqu'on peut bénéficier de l'efficacité du système de propulsion électrique ou de la capacité à régénérer de l'énergie avec le système. L'hydrogène peut vraiment, en pile à combustible, apporter un apport d'énergie complémentaire, une facilité d'avitaillement, puisqu'on va en faire un plein en quelques minutes, un peu plus pour des poids lourds, mais voilà. Donc on a l'avantage du thermique au temps de remplissage, au temps d'apport d'énergie, et après l'avantage de l'électrique sur l'efficacité, le rendement et la capacité de régénérer l'énergie, par exemple en descente. Et zéro émission, vraiment zéro émission. Par contre, sur d'autres applications, on va avoir des machines qui travaillent, comme on dit, à pleine charge à 100% du temps. Ça va être typiquement un bateau, par exemple, qui va être tout le temps à contre-courant, et là, le moteur, il travaille à pleine charge. Ou alors les engins TP. Pelleteuse, elle travaille à pleine charge. Régénérer un petit peu, mais elle va être quasiment tout le temps en pleine charge. Donc, dans ces cas-là, et on va être souvent dans ces cas-là dans des environnements qui sont un peu difficiles. On va se retrouver dans un environnement poussiéreux, des vibrations. Donc, en effet, à ce moment-là, l'avantage de l'hydrogène, c'est qu'il peut être utilisé en combustion et qu'il y a beaucoup d'applications TP aujourd'hui qui sont faites à combustion hydrogène, qui bénéficient donc de cette robustesse du moteur thermique, tout en bénéficiant de la décarbonation un peu moindre que sur la pile à combustible, qui est quand même très, très significative de l'utilisation de l'hydrogène en combustion. Nathalie, vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, mais avec d'autres nuances. En fait, aujourd'hui, on ne peut pas dire le thermique hydrogène va supplanter la fuel cell, la pile à combustible, et on ne peut pas dire que la batterie va rattraper la fuel cell sur certains usages. Alors, pour nuancer, à chaque cas d'usage, à chaque taux d'utilisation, puissance attendue, off-grid, pas off-grid, il y aura une solution. Il y a des enjeux sur certains, par exemple le transport lourd. Aujourd'hui, on a des solutions piles à combustible sur des camions, mais qui sont concurrencées par le thermique. Sur les camions, ça va bien, mais vous mettrez pas un bus à hydrogène thermique. Donc, on brûle dans un moteur, ça fait du bruit. Le but, c'est de supprimer le bruit aussi. Voilà. C'est pas que les émissions de gaz à effet de serre. La batterie toute seule, c'est mature quand c'est pour des plus petits trajets. Les batteries qui font 600 km aujourd'hui d'autonomie, ça n'existe pas. Donc, on a cette solution hybridée entre les batteries et les piles à combustible, qui d'ailleurs se développe par exemple sur le Renault Master, qui a utilisé donc un utilitaire qui a besoin d'autonomie, mais qui est quand même un petit véhicule par rapport à un camion. On a ce genre d'hybridation. Et de toute façon, on peut pas. Aujourd'hui, j'étais hier encore à cette conférence qui disait pour le transport long, le camion, aujourd'hui, bien malin qui sait dire si ça va être que du thermique ou de la pile à combustible. Alors, les deux sur le camion, ça ferait quand même beaucoup, mais il y a beaucoup de choses à faire, d'autant que toutes les technologies qu'on vient de citer, thermique, hydrogène, pile à combustible et puis batterie, sont toutes en plein essor de développement, en innovation, ce qu'on disait tout à l'heure. On n'est qu'au début de toutes ces technologies finalement, et on voit comment ça va évoluer. Dépendra un peu des usages. Des usages, et puis de l'endroit où on se trouve, est-ce qu'on est à proximité d'une production d'hydrogène, à proximité d'une source électrique, off-grid, enfin voilà. La zone aussi, la zone avec les zones à faible émission, où c'est zéro émission, la pile à combustible aura vraiment toute sa place. On va parler de Frédéric Allier de la société Nacelle Expert. Vous êtes un distributeur multimarque. Aujourd'hui, quelle est la place de la nacelle décarbonée chez vous? Nous travaillons avec un constructeur anglais qui s'appelle Nifty Lift, avec qui on travaille depuis 2013. Et Nifty Lift a la particularité d'avoir commencé ce chemin de décarbonation en 2007, en proposant la première nacelle hybride, qui travaille un peu sur le principe d'une nacelle d'une voiture Prius, qui permet d'avoir un petit moteur diesel thermique qui pollue moins. Pour arriver jusqu'au site? Pour arriver jusqu'au site, ou pour permettre de travailler en autonomie complète, de pouvoir faire et de la recharge, et ou d'absorber de la puissance électrique, si on a besoin de vraiment de forte puissance sur le matériel, et de pouvoir travailler en autonomie. De pouvoir travailler aussi en mode totalement électrique, quand on doit travailler en intérieur ou sur les environnements silencieux.
Donc, on a développé une machine qui est beaucoup plus polyvalente, qui pollue moins et qui répond à des usages, à un besoin de travail sur chantier qui sont particuliers. Et l'hydrogène, c'est notre sujet. Aujourd'hui, où nous travaillons, comme vous l'avez dit, dans des zones zéro émission, on a des grands donneurs d'ordre qui aujourd'hui doivent apporter des comptes, doivent travailler sur des chantiers non polluants. Et la nacelle est un élément qui va permettre d'atteindre ces objectifs de zéro pollution, de zéro émission, par le biais d'une machine électrique à la base, complétée par une pile à combustible qui, elle, comme vous disiez, ne fait pas d'émanation de gaz à effet de serre. Donc là, on peut aller voir sur votre stand cette nacelle hydrogène. Le fabricant, c'est Nifty-Lift. Quel est le gain annoncé par rapport à une nacelle qui se fait rétrofiter? Une nacelle électrique, dans nos cycles de travail standards que nous avons définis, on aurait une autonomie de 1 semaine de temps de travail. Aujourd'hui, avec cette possibilité d'augmentation d'autonomie avec l'hydrogène puis le combustible, nous triplons l'autonomie de la machine. Donc, ça permet de réduire les temps de charge, les difficultés de réapprovisionnement de charge électrique, parce que la difficulté d'un engin de chantier, c'est de pouvoir trouver une prise électrique. Ça commence par ça. Et on réduit cette difficulté par une augmentation de l'autonomie. Et la facilité de cette nacelle en plus, c'est que c'est une bouteille basse pression qui peut être interchangée, remplacée par l'opérateur très facilement. C'est facile. Voilà. Et sans danger, surtout sans danger. Oui, c'est la sécurité aussi de changer ce type de composants, c'est ça. D'éléments. Vous en êtes à l'étape proto. Est-ce que c'est déjà utilisé chez des clients? Nous en sommes aujourd'hui en Angleterre. Il y a 200 machines qui travaillent depuis 2 ans. C'est plus du proto. C'est plus du proto. On a une bonne expérience, un bon retour sur la fiabilité de la pile à combustible, sur la consommation des bouteilles, sur l'utilisation elle-même de matériel. Et aujourd'hui, maintenant, c'est d'arriver à démocratiser ce matériel en France et en Europe, puisque le constructeur est anglais, a voulu, avant de démarrer vraiment l'Europe, s'assurer qu'en Angleterre, ça marchait bien. Et les 200 machines ont vraiment servi de base de test aujourd'hui. Et maintenant, on a un bon recul, une bonne expérience sur l'utilisation de l'hydrogène en nacelle élévatrice. Alors, un client qui aurait déjà une nacelle de cette marque, est-ce qu'il peut la transformer en nacelle hydrogène? Une nacelle récente, oui. Une nacelle un peu ancienne, ça sera plus compliqué. Ouais, mais une nacelle assez récente, il y a 1 an ou 2, on peut acheter un kit et la rétrofiter en hydrogène? On ne va pas l'acheter, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais alors, elle passe au garage. On va le passer au garage, en effet. Oui. Et on pourra rétrofiter la nacelle en hydrogène. Ça coûte quoi en plus, à peu près, entre une nacelle standard à une nacelle alors, hydrogène? sur une machine neuve, sur le rétrofitage, je ne saurais pas vous le dire. On n'a pas encore fait. Mais sur une machine neuve sortie d'usine, on a un supplément de 15 000 € à peu près, par rapport à une machine électrique standard. Donc c'est fiable, puisqu'il y a un vrai retour d'expérience. Concernant la sécurité, parce que tout le monde se pose la question, est-ce que c'est un produit, est-ce que c'est safe ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des tests un peu poussés qui ont été faits? D'abord, on a répondu à des normes de sécurité qui sont déjà en place, qui sont pas harmonisées dans nos matériels. Et par exemple, la bouteille de la réserve d'hydrogène résiste à un tir de pistolet d'une arme à feu à bout portant. Donc ça, on n'en parle pas. On oublie aussi de dire que l'hydrogène est 16 fois plus léger que l'air. Donc, dès qu'il y a une fuite, ça s'envole. Ça s'éparpille très vite. Donc, dans un environnement, même confiné, une grande pièce, on va pas prendre feu. C'est pas vrai. Et ensuite, les sécurités dessus font que, quand même, le système est très résistant. Et avant de détruire le système hydrogène, c'est très compliqué. Donc, la sécurité est vraiment respectée. On a été certifié par le TÜV, donc par des organismes européens, qui ont validé la solution choisie par Nifty-Lift. Donc aujourd'hui, on peut l'acheter et l'utiliser en France. Les bonbonnes aujourd'hui sont disponibles chez des fabricants internationaux et nationaux, je peux le nommer, Air Liquide ou Linde Gaz par exemple. Les formats, ce sont des formats de bouteilles industrielles qui sont normalisés, qui sont disponibles avec des embouts qui sont normalisés, standards, chez l'un ou chez l'autre ou d'autres provisionneurs. Donc il est possible maintenant, la machine existe, elle est fiabilisée, elle a été éprouvée notamment en Angleterre. Oui. Et vous avez des fabricants, enfin des producteurs et des solutions pour ravitailler. Ouais, il suffit de signer un contrat d'approvisionnement avec ces gens-là, avec ces sociétés, et qui peuvent vous approvisionner directement sur site ou en agence de location. Hydrogène vert. Alors, l'hydrogène vert, ce serait quand même là, c'est décarboner d'aller au monsieur. Ça, c'est une deuxième étape là, que je ne maîtrise pas, mais aujourd'hui, on sait apporter, au moins pour la nacelle élévatrice, une nacelle verte et dire, voilà, on peut avoir une solution décarbonée dans la nacelle élévatrice.
Et en termes de maintenance, est-ce que c'est un peu différent par rapport aux nacelles hybrides? C'est une nacelle électrique à la base. Donc, l'exigence que nous aurons, c'est d'avoir des batteries qui sont bien chargées dès le départ, avec des charges régulières. Et ensuite, l'autonomie, le soin, c'est de s'assurer que les composants ne sont pas endommagés, sont bien suivis. L'entretien est quand même plus léger qu'une nacelle thermique. Donc, on peut aller voir votre nouvelle nacelle hydrogène. Première fois exposée en France? Première fois exposée en France. Donc, au JDL. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, Nathalie, par rapport à ce que vous avez entendu voilà, de sociétés qui développent et qui proposent des solutions? Alors, je suis ravie de voir que ces sociétés se lancent dans l'hydrogène. C'est quand même un engagement parce que c'est pas simple, c'est pas la solution de facilité, mais c'est un engagement environnemental et sociétal. Et on voit bien à travers les deux exemples que tout l'enjeu, c'est la production donc d'hydrogène décarboné et de transport, l'apport à l'utilisateur. Aujourd'hui, en France, il y a 60 stations et 40 sites de production, souvent en dessous de 5 mégawatts. Il y a 2 sites qui ont signé pour 200 mégawatts à Fos et dans le Nord pour produire sur des sites industriels qui sont encore pas opérationnels, mais qui vont l'être. Les 60 stations là, pour la mobilité le sont. Mais on voit qu'il y a encore un énorme chemin à parcourir. Et si on va vers l'électrolytique, qui est quand même la stratégie nationale, puisque il y a plein d'autres façons de faire de l'hydrogène, mais c'est à partir de l'électrolyse qu'on envisage ça. On peut transporter facilement l'électricité jusqu'à l'électrolyseur. Il faut savoir que pour mettre à niveau le RTE, le réseau de transport avec des fortes puissances d'électricité, c'est 1,5 milliard d'euros d'investissement envisagé. C'est les chiffres que j'ai eu hier. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. C'est aussi pour ça qu'on des régions qui ne sont pas où il va y avoir ces gros hubs hydrogène de production massive et d'usage massif localisé. On travaille, nous, à des productions infra avec du 5 mégawatts, du 20 mégawatts. On va voir comment on s'en sort, mais il y a de la demande. Et je pense que ça peut arranger aussi des entreprises comme vous. Et ça sera bien évidemment du décarboné ou du bas carbone, voire du vert à partir des ENR, puisque tout l'enjeu, c'est les productions actuelles d'hydrogène carboné doivent être remplacées par de l'hydrogène décarboné ou bas carbone. Et puis, il va y avoir une augmentation de la demande. Donc, il faut aussi alimenter cette augmentation de la demande. Donc, tout un enjeu. Et c'est là que l'avenir de l'hydrogène se situe aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que l'année dernière, on avait parlé déjà d'hydrogène au JDL. Là, en un an, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'évolutions, des nouveautés produits, des écosystèmes qui sont, ça y est, en ordre de marche, avec des bus notamment qui sont en train de s'avitailler en hydrogène. Donc, le chemin avance, mais il reste encore pas mal d'étapes à réaliser. On crée une filière complète énergie hydrogène, à l'instar de la filière nucléaire, de la filière pétrole ou de la filière gaz, où la production, les sources d'approvisionnement, les réseaux de transport et les utilisations à travers les objets, les voitures, etc. Tout ça existe. Pour l'hydrogène, tout est en train de se faire. Et il y a eu une sorte d'engouement sur dire dans 5 ans on y est. Non, personne n'était capable de tenir cette durée, mais ça a très très vite avancé et aujourd'hui on est revenu à un niveau normal de progression, mais l'effort se continue et ce qui est très encourageant, c'est que c'est au niveau mondial. Merci à tous les trois, puis je vous souhaite un très bon salon.